Bonjour à tous. Bonjour. 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 Bonjour à tous. Bonjour à tous. Pardon, je vois que je n'avais activé ni la caméra ni le micro. Bonjour. Bon, je pense que non, je crois qu'il y a encore des connexions qui arrivent, donc on attend encore un petit peu. J'en profite pour vous rappeler de couper votre micro. Donc, vous ne prenez pas la parole, surtout que nous sommes nombreux. Nous sommes déjà à 92 participants. Donc, voilà, il faudra s'autodiscipliner. Et voilà, au moment des échanges, il faudra bien penser à utiliser le petit bouton réaction pour lever la main et demander la parole. Sinon, bien sûr, c'est ingérable. Chat. Voilà, et vous avez le chat qui vous permet de poser vos questions. La discussion, en fait. Discussion, Voilà. voilà. Discussion que nous allons gérer à tour de rôle. Voilà. Mais je pense qu'on peut peut-être commencer, et puis les retardataires nous prendront en cours de route, Madame Christophe. Oui, parfait. Je voulais juste vous saluer encore. Bonjour, Doris Guillig, FHF Grand Est. Je suis connectée par Zoom et par téléphone. Bonjour, Mme Guillig, merci à vous. Bien, écoutez, bonjour à toutes et tous. Merci pour votre forte mobilisation. Nous sommes déjà à 97 participants, preuve que le sujet est d'importance. Et donc, voilà, je me propose de vous faire une petite introduction rapide sur le numérique en santé avant de laisser mes collègues rentrer dans le détail plus technique et dans le vif du sujet. Mais bon, je pense que c'est important de vous donner quand même le cadre général. Donc, le numérique en santé est une priorité forte, vous le savez, qui a été réaffirmée par le Ségur de la santé, dont le pilier numéro 2 est intitulé « Définir une nouvelle politique d'investissement et de financement au service de la qualité des soins », qui est un enjeu important. Nous avons besoin pour accompagner la transformation du système de santé
d'assurer un déploiement massif et cohérent du numérique en santé. Merci de couper vos micros, s'il vous plaît. Merci. Donc, des investissements importants sont nécessaires pour bâtir un parcours de santé outillé par des services numériques qui soient ergonomiques et faciles d'usage pour les professionnels de santé, pour nous permettre de rattraper le retard que la France connaît, que ce soit dans la modernisation, dans l'interopérabilité, dans la convergence et aussi dans la sécurité des systèmes d'information en santé. Le développement du numérique en santé doit par ailleurs garantir l'accès de la personne à ses propres données de santé. Et dans ce cadre-là, nous préparons l'arrivée en janvier 2022 de ce qui s'appelle l'espace numérique de santé. C'est un outil qui va être à la disposition donc, du citoyen pour qu'il puisse être acteur de sa santé. Donc, cet espace numérique de santé va intégrer ce que nous connaissons aujourd'hui, le DMP, le dossier médical partagé, mais il va aller beaucoup plus loin puisqu'il va intégrer une messagerie sécurisée. Aujourd'hui, les professionnels de santé disposent de messageries sécurisées pour échanger entre eux, mais par contre, ils ne peuvent pas échanger avec leurs patients par messagerie sécurisée, ce qui est quand même plus que gênant. Donc voilà, cet espace permettra ça. Et puis, il sera doté aussi d'un agenda pour les rendez-vous médicaux, pour faire des relances, etc. Donc voilà, on avance et donc voilà, c'est un gros chantier qui s'annonce pour janvier 2022. Donc je le disais tout à l'heure, de façon générale, mais dans le champ médico-social, on constate également un grand retard dans l'usage des outils numériques par les ESMS, avec des insuffisances dans les équipements et dans les infrastructures, avec des fonctions métiers qui sont encore peu développées dans beaucoup d'établissements, et puis avec des enjeux importants autour de la cybersécurité, et puis dans le respect des dispositions du RGPD. Et voilà, comme vous le savez, la crise liée au Covid a aussi contribué à mettre en exergue les retards de ce déploiement du numérique dans le médico-social. Même si la crise a eu aussi, quelque part, des effets positifs, elle a notamment constitué un accélérateur pour le déploiement de la télémédecine au sein des établissements médico-sociaux. Donc, voilà un petit peu où nous en sommes. Donc, cette stratégie nationale du numérique en santé, elle est pilotée par la délégation ministérielle du numérique en santé et elle constitue l'un des 10 chantiers du plan Ma Santé 2022. Mais ça vous sera réexpliqué tout à l'heure. Donc, cette stratégie, elle se décline en une feuille de route qui s'articule autour de 5 grandes orientations et de 30 actions, parmi lesquelles donc l'action numéro 20, vous avez la slide à l'écran, merci beaucoup, qui prévoit la mise en place du programme ESMS numérique. Donc ce programme a pour vocation de combler le retard des structures médico-sociales en matière de système d'information et puis donc va nous aider à mobiliser des moyens financiers pour conduire à la fois la sécurisation, l'équipement matériel, l'acquisition de logiciels métiers et leur déploiement, donc tout un programme. L'élément pivot de ce programme, c'est le dossier usager informatisé et interopérable, qui doit être conforme au cadre métier, fonctionnel et technique de référence qui est lui-même défini au niveau national. Je pense que voilà, mes collègues reviendront là-dessus tout à l'heure. C'est un programme qui intègre également le déploiement de référentiels et de services socles qui sont prévus par la feuille de route du numérique en santé, tels que le dossier médical partagé, je vous en ai dit 2 mots tout de suite, la messagerie sécurisée en santé ou la e-prescription, donc afin de permettre le développement des échanges. On parle beaucoup de la coordination des acteurs, c'est majeur, et si on n'a pas les outils numériques pour le faire, on est en difficulté. Et puis donc permettre aussi voilà, le partage d'informations sécurisées entre les différents professionnels, qu'ils soient internes ou externes aux ESMS. Donc, ce sont voilà, de gros chantiers qui sont devant nous.
Donc, le Ségur de la santé, je pense que vous le savez, il est doté d'une enveloppe très conséquente, hein, c'est 2,1 milliards d'euros sur 5 ans, donc sur la période qui va de 2021 à 2025. Sur ces 2,1 milliards d'euros, il y en a 600 millions d'euros qui sont réservés au financement du virage numérique au sein des ESMS. Donc, c'est un montant tout à fait inédit dans notre champ médico-social. Juste pour mémoire, les 1,5 milliard d'euros restants sont consacrés à l'investissement immobilier, autre volet majeur pour lequel nous avons eu d'ailleurs une première réunion régionale hier. Donc voilà, en tout cas, c'est un investissement massif dans le champ médico-social sur ce virage numérique en santé. Donc, il est vraiment important que les acteurs du médico-social se saisissent de cette opportunité pour vraiment engager résolument le virage numérique au sein de leur structure. Donc, c'était vraiment l'objet de ce temps d'échange, de ce webinaire aujourd'hui, pour vous décrire tout ce qui est mis en place et que vous puissiez avoir les clés pour vous mobiliser, vous engager. Nous avons commencé là au début de cette année une petite phase d'amorçage qui a permis de lancer la dynamique. Mais là, évidemment, nous allons entrer dans une phase de généralisation, donc de déploiement massif. Et c'est important que vous ayez les clés de lecture et de compréhension, puisque cela se fait par étapes structurées, qui demandent une certaine technicité également. Donc voilà, je m'arrête là, je ne vous en dis pas plus sur ces avant-propos. Et sans plus tarder, je passe la parole à Jacques Princet qui va vous présenter de façon beaucoup plus technique que moi le programme SMS numérique. Merci. Bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Question. Non, on ne vous entend pas, Monsieur Princet. C'est très lointain. Est-ce que maintenant vous m'entendez? Toujours pas. Si? C'est bon, c'est bon. Ah, voilà. Bonjour. Donc Jacques Princet, je suis chargé de mission e-santé, la direction de la qualité, la performance et de l'innovation. Donc j'ai un champ de vision un peu plus large sur le domaine de la e-santé, mais beaucoup plus restreint sur le domaine du médico-social. Et je suis assez nouveau sur ce sujet-là. Donc déjà, merci Madame Christophe d'avoir introduit ce webinaire. L'idée de ce webinaire, c'est donc de vous donner de la visibilité à vous, acteurs de terrain, établissements médico-sociaux, sur le programme SMS numérique. Comment ça se déroule, en quoi ça consiste, et surtout de vous présenter vos interlocuteurs sur ce programme. Donc, juste 2 mots pour présenter l'équipe. Donc, au sein de l'ARS, l'équipe est composée de Clémence Barlois, qui est l'interlocutrice privilégiée au sein de la direction de l'autonomie et qui est à la manœuvre actuellement, qui vous parlera tout à l'heure. Et de moi-même, donc on travaille en binôme. Donc Clémence pour la partie vraiment métier médico-social, et moi pour le côté e-santé de manière globale. Et puis nous travaillons main dans la main avec Pulsi, avec le GIP Pulsi, et c'est Nathalie Barthes qui est là, qui prendra la parole quelques instants tout à l'heure pour se présenter et vous dire en quoi Pulsi peut vous être utile dans le cadre du programme SMS numérique, mais plus globalement sur beaucoup d'autres sujets, de la télémédecine, etc., etc. Madame Christophe en a parlé. Je ne sais pas si tu peux faire défiler les slides.
Alors, Madame Christophe a dit l'essentiel hein, sur le contexte de ce programme SMS numérique. Donc, effectivement, il s'inscrit dans la stratégie Ma Santé 2022. Juste pour mémoire, cette stratégie Ma Santé 2022 sur la partie numérique, elle est issue du rapport Pont-Coury, Dominique Pont et Anne-Laure Coury, qui est sorti en 2018, qui faisait un état des lieux global de où en était la e-santé en France, de ce qui avait fonctionné, ce qui fonctionnait, ce qui ne fonctionnait pas, et de comment il fallait réorganiser les choses pour accélérer un certain nombre de choses sur le numérique et notamment sur les échanges. Le cœur du sujet, tout comme pour l'organisation du système de santé de manière globale, c'est l'organisation des parcours de prise en charge, en fait. Et qui dit parcours de prise en charge, dit acteurs multiples, et donc dit échange d'informations et de données autour du patient ou du résident, tout dépend comment on l'appelle. J'espère qu'on ne l'appellera jamais client, en tout cas autour du patient ou du résident. Et donc pour cela, ils sont arrivés à un certain nombre de conclusions. Les premières étant qu'il fallait accélérer le déploiement c'est un mot que vous allez entendre souvent, donc je vais le répéter souvent, mais je vais juste essayer de le désacraliser. C'est ce qu'on appelle des services socles. Donc des services socles, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, ce sont des services qui sont maîtrisés par les pouvoirs publics et qui sont comme les fondations d'une maison. Je ne sais pas si on ne vous l'a pas mis dans les diapos, mais vous avez peut-être déjà vu cette présentation avec de Ma Santé 2022, enfin de la stratégie e-santé avec ce qu'on appelle la petite maison. Les services socles, ce sont les fondations de la maison. Et donc, ça englobe un certain nombre de choses, soit que vous connaissez, et qui sont des choses visibles, apparentes. Je pense au DMP, au dossier médical partagé, dont vous avez tous entendu parler. Voilà, la messagerie sécurisée de santé. Et je pense à tout ce qui tourne autour des référentiels d'interopérabilité. Donc, ce sont des grands mots pour dire eh bien, les pouvoirs publics prennent les choses en main pour imposer des normes aux éditeurs de logiciels, progressivement évidemment, pour que tous puissent arriver à discuter et que l'on arrive à échanger des informations médicales entre un EHPAD et un établissement sanitaire lorsqu'il est nécessaire de prendre en charge le résident parce qu'il décompense et qu'il y a une nécessité de prise en charge aux urgences, d'arrêter de déposer son dossier de liaison aux urgences sur le brancard. Voilà, ce type d'exemple. Tout cela nécessite un énorme travail de normalisation. Donc, c'est l'Agence du numérique en santé qui en est en charge, sous la responsabilité de la délégation, enfin de la direction du numérique en santé, dont Mme Christophe a parlé tout à l'heure, qui est directement sous la responsabilité du ministère. L'Agence du numérique en santé, c'est l'ancienne ASIP Santé, qui était en charge précédemment de la mise en place, notamment du DMP. Le DMP et son successeur, donc bientôt on ne parlera plus vraiment du DMP, mais on parlera, Madame Christophe l'a évoqué tout à l'heure, de Mon Espace Santé. Tout ça est porté par l'assurance maladie, et il y a une certaine logique à faire porter tout cela par l'assurance maladie, tout comme Adélie. Et donc à partir de janvier 2022, tous les bénéficiaires de l'assurance maladie, donc tous les citoyens français, bénéficieront d'un espace sur Mon Espace Santé avec ce que vous a dit Madame Christophe tout à l'heure. Eh bien, ce qui est produit et alimenté dedans soit par les professionnels de santé, qu'ils soient libéraux, qu'ils interviennent en établissement de santé sanitaire, qu'ils soient dans des établissements médico-sociaux, et également des informations qui leur sont propres et qu'eux pourront y déposer, avec un certain nombre de services. Donc, quelques services sont opérés par les services publics, et là-dessus s'ajouteront des services opérés par des opérateurs privés. Vous en connaissez un certain nombre aujourd'hui. Le très célèbre Doctolib pour la prise de rendez-vous s'intégrera dans Mon Espace Santé à terme. L'idée étant d'avoir quelque chose de globalement cohérent. Donc là, c'était pour vous donner un peu
le paysage global. Ouais, peut-être juste pour préciser, on prendra vos questions au fur et à mesure pour celles qui sont dans le chat. Et à l'issue de chaque petit point, on fera une séance de questions-réponses. Un petit point organisationnel. Donc, ce programme SMS numérique, c'est la 20e action, c'est l'une des 30 actions de la stratégie du numérique en e-santé, de Ma Santé 2022. Et l'idée, c'est d'accélérer le déploiement des dossiers usagers informatisés, et donc de la numérisation des informations de prise en charge des patients, enfin des résidents, dans les établissements médico-sociaux. L'idée étant c'est vraiment un programme de financement pour vous permettre de vous doter beaucoup plus globalement de dossiers usagers informatisés. On n'a pas un état des lieux précis, mais aujourd'hui, effectivement, on a un relatif retard sur le champ du médico-social par rapport au champ du sanitaire, même si beaucoup d'établissements sont dotés de dossiers usagers informatisés. Mais voilà. La deuxième chose qui est importante à comprendre sur ce programme SMS numérique, c'est qu'il est piloté par la CNSA, il est financé par la CNSA, même si elle en délègue la mise en œuvre aux agences régionales de santé dans chacune de leurs régions. Mais par contre, le cadre national est le même. Et notamment le cahier des charges, c'est-à-dire les conditions à respecter par les éditeurs, sont les mêmes pour tout le monde. Et notamment, l'un des éléments importants, c'est l'interopérabilité avec l'ensemble des services socles que j'évoquais tout à l'heure. C'est pour ça que je vous faisais un petit laïus là-dessus. Alors, sur la diapo que vous voyez actuellement, je ne vais pas forcément la commenter, mais ce sont presque, j'ai envie de dire, des évidences. C'est les raisons en tout cas, les bonnes raisons pour déployer du numérique dans le champ du handicap et de l'autonomie. Personnes, ce qu'on appelle par ailleurs personnes âgées, personnes handicapées. Et ce sont, quel service supplémentaire le numérique peut apporter. Je sais que souvent les utilisateurs finaux, c'est-à-dire les soignants, peuvent parfois rétorquer que ça peut faire perdre du temps. La mise en œuvre est parfois complexe, ça fait parfois changer un peu les organisations. Là, ce sont des éléments de langage. Je déteste ce mot, mais voilà, ce sont des éléments de langage qui, en tout cas de contexte, qui permettent de comprendre en quoi le déploiement du numérique dans un établissement médico-social est bénéfique. Donc, des leviers d'amélioration du parcours et de l'appui aux professionnels, j'en ai un peu parlé. Renforcer la possibilité pour une personne accompagnée d'être actrice de son parcours, ça passe par les services tels que Mon Espace Santé que j'évoquais tout à l'heure. Alors, l'usager et son entourage, ses aidants, ses personnes de confiance, etc. Donc ça passe par ça, mais pour que Mon Espace Santé soit efficace, il faut bien que l'ensemble des acteurs du champ de la santé soit également numérisés, en fait. Et puis voilà, disposer de données et outiller le pilotage du secteur, là, il s'agit plutôt pour vous d'avoir de l'information, et pour les tutelles, telles que nous, d'avoir également de l'information pour pouvoir faire du pilotage un peu plus en direct. Comme l'a dit Madame Christophe, la crise sanitaire que nous traversons depuis 1 an et demi maintenant a très bien mis en évidence la nécessité d'avoir de l'information. Et plus intelligemment l'ensemble des acteurs de la santé seront numérisés, moins on aura à vous faire régulièrement remonter des enquêtes ou des demandes d'informations sur le taux d'occupation de vos lits, etc. etc. Voilà. Donc l'idée, c'est d'automatiser le plus possible. J'en dis pas plus là-dessus. On peut passer à la diapo suivante. Je pense que, alors, sauf si vous y reviendrez dans les questions, mais
Cette diapo, c'est un peu qu'est-ce que c'est qu'un dossier usager informatisé. Donc, pour la majorité d'entre vous qui êtes là autour de la salle, j'imagine que vous le savez. Cette diapo, elle est là pour rappeler que ce n'est pas seulement un agrégat d'informations pour le soignant. Le dossier usager informatisé, il a plusieurs points d'entrée et il a plusieurs usages. L'accompagnement dans le quotidien, éventuellement l'implication de l'usager, c'est-à-dire que de plus en plus d'éditeurs de dossiers usagers informatisés proposent des fonctionnalités pour l'usager, pour interagir avec son équipe de prise en charge. Le dossier usager pour la coordination, j'en ai beaucoup parlé déjà au travers des services socles, mais c'est vraiment essentiel, en particulier dans le champ du médico-social qui interagit énormément avec le domaine de la prise en charge en ville, que ce soit de la médecine ou les paramédicaux, et le monde hospitalier. Et aujourd'hui, les échanges sont souvent freinés. Alors, soit on est encore en mode papier, soit on passe par des échanges non formalisés. Ce ne sont pas les mêmes partout. Donc, de plus en plus, il va falloir c'est à la fois normaliser et utiliser les dossiers usagers informatisés qui respectent les normes d'interopérabilité. Des questions de pilotage. Voilà. J'en dis pas plus sur cette diapo. Peut-être que vous aurez des questions. Je ne sais pas. Je crois que c'est la fin de ma partie sur laquelle j'interviens. Peut-être qu'on peut prendre un temps de 5 à 10 minutes pour répondre à quelques-unes de vos questions. Alors, est-ce qu'il y a des mains levées ? Une première question sur le chat. Nous avons déjà déployé un DUI de CJ. En fait, ce que vous souhaitez savoir, c'est ce qui est demandé en termes d'interopérabilité aux éditeurs. C'est bien ça. Hein. C'est l'ADSMS qui pose cette question-là, qui est relayée par Gilles Martin. Ce qui est demandé, alors ça va être reprécisé juste après, mais en fait, il y a un cahier des charges national qui a été rédigé et porté par la CNSA et qui a été produit par la CNSA avec de nombreux acteurs du champ médico-social, des fédérations, des établissements, etc. Un petit groupe de travail, en fait, qui a été produit tout au long de l'année 2000. On est quand là ? On est en 2021, donc tout au long de l'année 2020. Qui intègre des exigences en termes de fonctionnalité métier, par champ d'activité, par type d'activité, c'est-à-dire pour un EHPAD, voilà, à minima, ce qu'un dossier usager informatisé doit faire, et qui pose des exigences en termes d'interopérabilité. On arrive en plein sur le sujet. Le minimum qui est exigé, c'est l'alimentation et la consultation, la possibilité d'alimenter et de consulter le dossier médical partagé, le DMP, l'interopérabilité avec le DMP. L'INS, alors j'en ai pas parlé dans les services socles, mais c'est l'identifiant national de santé. C'est ce qui permet au niveau national d'identifier de façon sûre et précise une personne. Donc aujourd'hui, cette INS et la politique d'identito-vigilance, c'est un grand mot, mais tout cela est aujourd'hui porté par l'assurance maladie, avec le numéro de sécu, le NIR, qui est le numéro de référence, avec un certain nombre d'autres éléments. Et puis la messagerie sécurisée de santé. Ce sont les éléments minimums aujourd'hui qui sont exigés de la part des éditeurs dans le cadre du cahier des charges porté par la CNSA, et on en parlera un peu plus loin. Pour pouvoir être financés, les éditeurs doivent respecter ce cahier des charges, et les établissements, ce qui a été mis en place, en fait, c'est un marché cadre par le RESA, mais on y viendra juste après, qui est un marché cadre national par lequel on vous oblige à passer si vous souhaitez être financé, ce qui nous assure d'une sorte de
enfin, d'un référencement des éditeurs et que ces éditeurs s'engagent bien à respecter ce cahier des charges. Donc voilà, les points sur lesquels on est, quand je dis on, c'est globalement nationalement, c'est le DMP, l'AMS Santé et l'identifiant national de santé, qui sont vraiment le socle minimum. Je vois une main levée. Oui. Polari, c'est ça? Oui, bonjour, je suis directrice du CCAS de Commercy. Je gère une résidence autonomie pour personnes âgées, validées autonomes, mais cette résidence n'est non médicalisée. Donc, je voulais savoir, parce que là, depuis le début, je vous écoute, il y a beaucoup de mots que je ne comprends pas. C'est absolument pas du tout mon vocabulaire professionnel. Et je me dis, quel est le rôle des résidences autonomie qui n'ont absolument aucun forfait soins, qui ne sont pas du tout médicalisés? Pardon, si j'ai trop jargonné. J'ai essayé j'ai peut-être parlé un peu vite. L'idée est bien d'aider l'ensemble des acteurs à communiquer les uns entre les autres. Dans une résidence autonomie, vous avez raison, la résidence n'est pas médicalisée. Pour autant, il y a une partie de prise en charge de soins et la coordination de la prise en charge au quotidien se fait très souvent avec le médecin traitant du résident. Alors, je vous arrête tout de suite, non, parce que comme nous n'avons pas de professionnels de santé, il n'y a pas de légitimité. Et le médecin traitant, c'est plus sur est-ce que la personne mange bien à table ou est-ce que vous avez constaté des difficultés pour se mouvoir ou des choses comme ça. Mais comme on n'a pas du tout de qualification dans le domaine médical, le contact avec le monde médical est très compliqué pour nous. Oui, tout à fait. Y compris pour le service des urgences et des pompiers. Oui, bien sûr, bien sûr. L'idée est bien de simplifier ça, en fait. L'idée est bien de simplifier ça, comment dire, d'aider à passer cette barrière entre le champ de la prise en charge sociale, purement sociale ou médico-sociale, et le champ de la prise en charge sanitaire. Vous détenez bon nombre d'informations, mais comme dans la prise en charge au domicile, où les auxiliaires de vie sociale, par exemple, détiennent des informations très précieuses dans la prise en charge quotidienne des personnes âgées, par exemple, au domicile, et qui aujourd'hui souvent ne les partagent pas. Par exemple, le frigo de madame ou de monsieur Princet, je ne sais pas, est vide. Ça veut dire que personne n'est venu lui faire les courses, en fait. Et que potentiellement, elle ne s'est pas alimentée. C'est une information qui potentiellement est très précieuse pour le médecin traitant et le reste de son équipe de prise en charge de soins, mais qui souvent n'est pas partagée. Eh bien, on est un peu dans le même cas pour les résidences autonomie. Donc, l'idée est de trouver comment échanger ces informations entre ce monde social et ce champ médical. Et inversement, il y a un certain nombre d'informations. Vous avez forcément aujourd'hui un manque de retour d'informations sur la prise en charge qui peut être faite, par exemple, d'un patient aux urgences. Qu'est-ce qui a été fait et en quoi vous pourriez aider. Et donc, aider à mieux réintégrer la personne dans sa résidence autonomie, en fait, parce qu'il y a eu telle et telle spécificité lors de sa prise en charge de son hospitalisation. L'idée est bien de trouver ça, en fait. Ok, non mais alors là, je m'y retrouve complètement. Merci, merci. Je vous en prie. D'autres questions? Alors, il y a M. Gavillan qui posait la question de quelles sont les informations communes entre le DUI et le DPI. Alors, le dossier usager informatisé et le DPI, j'imagine que vous parlez du dossier patient informatisé dans un établissement sanitaire. Il peut y avoir des informations communes qui concernent, et qui ne sont d'ailleurs pas communes qu'à ces deux dossiers, mais qui peuvent être également communes au dossier du médecin traitant. Je pense au dossier de synthèse médicale, tout simplement.
les antécédents, les allergies et l'historique médical d'un professionnel de santé, d'un patient, je veux dire, d'un résident. Et il y a un socle, alors le cahier des charges de la CNSA pour un dossier usager informatisé orienté personnes âgées, par exemple, donne très bien les informations qui doivent être contenues dans un dossier usager informatisé et lesquelles doivent pouvoir être échangées avec un dossier patient informatisé. Monsieur Roisin de la Oui. souhaiterait poser une question. Oui, alors moi, c'est assez trivial. Je comprends bien les notions qui sont abordées, l'interopérabilité des différentes fonctionnalités informatiques entre notre logiciel de gestion intégrée et ce que veut voir remonter comme information la CNSA, etc. En ce qui nous concerne, pardon, je ne me suis pas présenté, donc nous avons pour assistance vie à domicile un SAD et un SIAD sous le même toit, donc on y voit beaucoup d'intérêt. Et on a donc un logiciel de gestion intégré, mais on n'a pas encore déployé la télégestion. Donc moi, j'ai demandé une aide dans le cadre de la phase 1, un financement pour déployer cette télégestion. On est complètement persuadé de tout l'intérêt d'avoir accès au DMP, à une messagerie sécurisée, etc., de pouvoir faire remonter un maximum d'informations pertinentes pour la qualité des soins et des accompagnements dans le cadre de parcours de soins entre le SAD et le SIAD et un certain nombre d'autres partenaires. Néanmoins, mon dossier de financement a été retoqué au motif que, alors nous sommes une structure de taille modeste, au motif que nous n'avions pas su nous agréger avec une quinzaine d'autres établissements. Alors c'est vrai que c'est une procédure nationale, mais on est une structure de taille modeste. Et je me demandais comment pouvoir franchir ce cap. Voilà. Est-ce que je suis bien au bon endroit pour poser cette question? Oui, vous y êtes et on apporte des réponses dans la suite de la présentation. Du moins, on va essayer d'apporter des réponses dans la suite de la présentation. Donc, je vais juste, on garde votre question, mais c'est une question qui nous a beaucoup été posée et qu'on s'est posée nous-mêmes. Hein, donc, on essaye de trouver les bonnes solutions. Et vous avez raison de la poser. Est-ce qu'il y a donc une autre question de Monsieur Anjar d'accord, qui concerne les mêmes questions, la même question des grappes et des délais on y vient, donc c'est la phase suivante de notre présentation. Donc, voilà. Question sur l'interopérabilité. Ok, où un DUI est installé, si l'opérateur ne fait pas évoluer l'interopérabilité, cela signifie-t-il qu'il faudra changer de DUI? Oui, à un moment donné, en fait, ce programme, il est là pour inciter et les établissements médico-sociaux à s'équiper ou à faire évoluer leurs outils, mais quelque part, les éditeurs de logiciels sont censés suivre les besoins de leurs clients, en fait. Donc mécaniquement, un éditeur de logiciel qui refuserait, ou en tout cas qui ne verrait pas d'intérêt à entrer dans cette démarche nationale hein, d'interopérabilité, mécaniquement, il perdra des clients au bout d'un moment. C'est la loi du marché, la triste loi du marché. Madame On peut passer à la suite. Il y a une demande de prise de parole encore. Ah, alors on vous écoute. Ouais, j'en ai pas pour très longtemps, Madame Gilles, Elisa 51. Voilà, moi, une petite question pratico-pratique, puisqu'on parle de marché cadre. Nous, on est déjà pas mal avancé dans la construction du DUI, le déploiement dans l'association. Donc, du coup, petite question qui est peut-être un peu bête, mais est-ce qu'on peut tout de même repasser par le marché cadre pour obtenir des financements le cas échéant? Et on verra, on pourra voir ces cas au cas par cas, en fait. Votre cas particulier, étudier votre cas particulier. C'est les aspects juridiques de marché public. Vous êtes une association? On est une association, oui. Vous n'êtes pas forcément soumise au code des marchés publics. C'est un peu différent pour les établissements publics, purement publics, qui seraient déjà
engagé dans un marché public avec un éditeur, c'est un peu plus compliqué. Là, il y aura une discussion avec votre éditeur et on repassera par des modalités d'achat par le RESA. D'accord, oui, parce que nous, tout à fait on est faisable. avec CJ. Ouais, non, mais c'est tout à fait faisable, oui, tout à fait. Tout à fait. D'accord. CJ est référencé sur l'ensemble des champs, il n'y a aucun souci. Merci beaucoup. Donc, on continue, donc je laisse la parole à Clémence Barlois. Bonjour à tous, est-ce que vous m'entendez? On ne vous voit pas, Clémence. Oui, super. Donc, je suis la chargée de mission SMS numérique au sein de l'ARS Grand Est et je travaille en binôme avec Jacques Prancé que vous avez vu précédemment. Donc, on va passer à la présentation du temps 2 de la phase d'amorçage. Le temps 2 de la phase d'amorçage va commencer bientôt par la publication de l'appel à projet numéro 2. On note un petit retard dans la publication de l'instruction, mais ça ne saurait tarder, ça devrait être là en fin de semaine. Donc, on a une augmentation de l'enveloppe nationale qui passe de 24 millions d'euros à 85 millions d'euros. On a une enveloppe régionale qui se voit multipliée par 3 puisqu'on arrive à presque 6 millions d'euros pour le Grand Est à répartir entre les différents projets retenus. Le deuxième temps de la phase d'amorçage de ce programme se décline en la publication d'appels à projets régionaux sur toute la France, mais aussi en la publication d'un appel à projet national. Les ESMS concernés par l'appel à projet numéro 2, donc on a un élargissement de la possibilité pour les ESMS de tous bords de postuler pour cet appel à projet. Donc sont concernés tous les ESMS qui relèvent de l'article L312-1 du Code de l'action sociale et des familles, y compris ceux financés exclusivement par les conseils départementaux. Donc, on voit bien, on était en premier temps de la phase 1 uniquement ciblé sur le secteur personnes âgées, personnes handicapées, et on privilégiait les établissements financés ou cofinancés par l'ARS. Et là, on a une extension au secteur de la protection de l'enfance, de la personne en difficulté spécifique et au secteur social. Ce qui va nous faire un bon nombre de demandes, je pense, au niveau de cette phase 2 de la phase d'amorçage. Alors, il y a toujours une condition pour déposer un projet qui est la condition du regroupement, idéalement en grappe de 15 ESMS pour poser un projet. Donc, l'idée derrière tout ça, et c'est prévu à l'instruction, c'est renforcer les liens entre les acteurs, mais aussi développer les expertises et expériences. L'idée, ce serait aussi d'avoir un directeur des systèmes d'information ou un chef de projet qui puisse un peu piloter au niveau de la grappe et pas au niveau de chaque ESMS, parce qu'on sait que ce n'est pas possible, le projet de mise en place du dossier usager informatisé, mais aussi développer la capacité d'investissement qui permet donc d'avoir recours à un tarif plus avantageux que si chacun postulait de son côté pour la grappe. Donc, comment se regrouper? L'idée, c'est d'identifier les partenaires de la mutualisation au sein du territoire, idéalement avec des expériences de coopération préalables, mais ce n'est pas obligatoire. Pour cela, et Nathalie Barthes du grade Pulsi va vous expliquer comment on peut être à votre disposition pour vous accompagner. Et là, je réponds à la question de M. Roisin tout à l'heure. On sait très bien qu'il peut être difficile pour certains ESMS excentrés de se regrouper en grappe de 15 ESMS. On en a complètement conscience et c'est pour ça qu'on a mis en place des modalités d'accompagnement, notamment via le remplissage d'un formulaire qui sera mis en ligne sur notre page extranet de l'ARS Grand Est.
Voilà, donc l'idée, hein, construire une vision commune et déposer un dossier commun sur l'outil Galis qui était déjà disponible pour le premier appel à projet. Le dépôt de candidature est exclusivement dématérialisé, donc pas de traitement de dossier physique. La CNSA a donc mis à disposition l'outil Galis, qui est assez intuitif pour les personnes qui déposent le projet. On a un guide qui est aussi mis en ligne sur le site de la CNSA et qui peut vous aider à vous accompagner dans le dépôt du projet, mais nous aussi, on est disponible pour vous accompagner dans vos démarches. Donc voilà, il y a le lien hypertexte. Ah, plus de son. D'accord. Il y a le lien hypertexte sur cette vue qui vous sera bien sûr transmise à l'issue de la présentation. Donc, dépôt de la candidature en accédant au téléservice, création de votre compte, saisie des informations demandées et enfin, vous recevez un courriel de confirmation qui vous confirme, comme son nom l'indique, que votre dossier a bien été déposé et va être prochainement pris en charge par l'ARS Grand Est. Les critères de sélection des projets, donc on a des critères qui se divisent en 3 groupes. Critères d'éligibilité, donc comme on l'a dit, le groupement de SMS ou d'OG, lorsque les OG ne font pas 15 établissements dans leur grappe. Le respect du cahier des charges national, dossier usager informatisé. Il faut que la solution à laquelle vous prétendez soit référencée par le RESA. Il y a aussi des critères de sécurité, de confidentialité, évidemment, et de type de public, sachant que là, on est sur un élargissement à tous les ESMS qui relèvent de l'article L312-1. Donc, on s'adresse à tous les ESMS prévus à cet article. Les critères de priorisation, donc on sera sur, bien sûr, la lecture de votre projet, la motivation du porteur, le périmètre fonctionnel, une solution mutualisée à tous les ESMS de la grappe, il faut qu'elle soit la même. Il peut y avoir bien sûr des ESMS qui souhaitent une acquisition, d'autres qui ont déjà procédé à l'acquisition d'une solution et qui souhaitent simplement une mise en conformité. Il peut donc y avoir des demandes mixtes, mais il faut que la solution soit la même sur toute la grappe, tous les ESMS de la grappe. Il faut évidemment que la solution soit interopérable avec son écosystème. Bon, ça fait partie de toute façon des critères d'éligibilité. Vous ne pouvez prétendre qu'à une solution qui est référencée par le RESA et toutes les solutions référencées par le RESA sont interopérables avec au moins les services socles prévus au cahier des charges. L'intégration des nomenclatures Séraphin PH, Agir Pathos. Et enfin, les critères d'usage, en fait, ce sera des critères qui seront évalués à la fin du déploiement de la solution, donc d'ici en moyenne 1 an et demi, 2 ans, d'après ce qu'on voit au niveau des calendriers des opérations qui nous sont soumis. C'est quelque chose qu'on vérifiera donc, à l'issue de cette phase de déploiement. Les taux de dossier actifs sur le mois écoulé, c'est un indicateur qui sera mesuré à chaque fin de mois. Le taux de dossier actif avec un projet personnalisé, également mesuré à chaque fin de mois, et le taux de dossier actif ayant au moins un événement sur le mois écoulé pour voir si on a bien une mise à jour des dossiers et que voilà, ça sert effectivement à quelque chose pour chacun des professionnels au sein de l'établissement médico-social. Les projets socles, donc on a 3 critères différents qui sont le nombre de messages envoyés par la messagerie sécurisée, le nombre de documents déposés dans les dossiers médicaux partagés
Et enfin, le nombre de documents échangés entre le dossier usager informatisé et la plateforme régionale e-parcours, sachant que ces critères d'usage conditionneront le versement des 20 derniers pourcents de la subvention qui doit intervenir lorsque l'on recevra la facture de fin de déploiement qui vous aura été transmise par l'éditeur de logiciel. Concernant le financement de la phase d'amorçage pour les porteurs de projets, c'est, j'imagine, ce qui vous intéresse le plus. Pour les petits et moyens OG, donc, vous serez concernés par l'appel à projet régional. On entend par petits et moyens OG des OG ou GRAP de 15 ESMS jusqu'à 49, sachant qu'en premier temps de la phase d'amorçage, nous acceptions des grappes jusqu'à 30 ESMS. Donc là, on a aussi une extension du nombre de SMS de la grappe. Donc les conditions de regroupement sont celles-ci. Il faut que votre situation par rapport au dossier usager informatisé soit de 2 types différents, soit vous n'êtes pas équipé d'un dossier usager informatisé encore, soit vous êtes déjà équipé d'un dossier usager informatisé. Pour les ESMS qui ne seraient pas équipés d'un DUI, on prévoit 25 000 € pour un projet d'acquisition, donc. C'est un montant par ESMS de la grappe. Bien sûr, nous sommes, comme lors du premier temps de cette phase d'amorçage, restreints par une enveloppe elle-même restreinte. Donc, il est possible que vous ne bénéficiez pas de 25 000 € fois le nombre d'établissements de votre grappe. Encore une fois, c'est un soutien financier, une participation de la part de l'ARS et pas forcément un financement intégral de l'acquisition ou de la mise en conformité de votre solution. Si on envisage maintenant le porteur de projet qui est déjà équipé d'un DUI, est prévu au cahier des charges un financement forfaitaire de 10 000 € pour la mise en conformité de la solution qui existe déjà. C'est par ESMS de la grappe et uniquement pour les organismes gestionnaires qui n'atteindraient pas le seuil de 15 ESMS, on a 3 possibilités de financement complémentaires de 20 000 € pour l'équipement et infrastructure. Donc, on entend par là l'installation du Wi-Fi, PC et tablette. Ce sont donc en fait des équipements qui vous permettront d'utiliser la solution. C'est quand même un peu dommage si vous procédez à l'acquisition d'une solution ou d'une mise en conformité et que vous ne disposez pas de l'équipement suffisant. Sont également prévus 15 000 € pour vous aider à passer le marché et 100 000 € pour vous aider à piloter le projet et ça peut se traduire par le recrutement donc sur 2 ans d'un pilote, d'un chef de projet au sein de votre grappe qui piloterait donc cette mise en place, ce déploiement du dossier usager informatisé. Donc ça, encore une fois, ça s'adresse uniquement aux OG de moins de 15 ESMS. Pour les gros OG, cette fois, ou les grappes de plus de 50 ESMS, c'est l'appel à projet national qui vous concerne. Donc, ça ne concerne que les grappes ou les gros organismes gestionnaires qui disposent d'une solution déjà conforme et qui souhaiteraient procéder à la généralisation de la solution sur l'ensemble des ESMS de leur grappe. Donc, pour cette généralisation, on a 2 types de forfaits qui sont prévus. 5 000 € par ESMS de la grappe, sachant qu'il y aura une dégressivité pour les très grosses structures. C'est encore à l'étude au niveau national, mais aussi un forfait équipement pour les petits OG d'une telle grappe.
forfait équipement, donc pour ces petits objets, encore une fois, c'est pour permettre l'acquisition de tablettes et de PC. Il y a enfin une règle, une condition sine qua non à votre éligibilité au financement, qui est la règle du passage par le système d'acquisition dynamique du réseau des acheteurs hospitaliers, qui est donc la plateforme mandatée par le national pour que vous puissiez accéder aux éditeurs et sans laquelle les fonds ne peuvent pas vous être versés. Donc, dans le cadre d'un projet d'acquisition ou de montée en version d'un dossier usager informatisé, ce qui se traduit donc par soit l'acquisition et le déploiement de solutions conformes au cadre technique de référence ou une montée en version, comme on l'a dit tout à l'heure, on a un recours qui est obligatoire à cette centrale d'achat mandatée par le RESA. Mais une dérogation possible lorsque en fait, on a une solution informatique qui n'est certes pas référencée par le RESA, mais qui est déployée sur l'ensemble des ESMS d'au moins un champ au sein de la grappe. Concernant les autres besoins, donc uniquement pour les petits objets, comme on l'a dit tout à l'heure, les besoins en équipement ou en AMOA, le recours est possible à la centrale d'achat, mais n'est pas obligatoire. Concernant le process qui peut paraître un peu compliqué, mais qui en fait ne l'est pas tant que ça, d'accès au système d'acquisition dynamique du RESA, donc il y a un référencement par la CNSA et le RESA des éditeurs, dont nous disposons de la liste au sein des ARS, mais nous ne pouvons pas la rendre publique au-delà des OG qui portent un projet qui aura été retenu à l'issue de ce deuxième temps de la phase d'amorçage. Donc, vous déposez votre projet sur la plateforme et votre expression de besoin. Vous la déposez sur la plateforme du RESA. Les éditeurs y ont ensuite accès, sont informés du dépôt et formulent leurs offres. Vous comparez les offres et choisissez la solution qui vous convient le mieux. Puis ensuite, s'engage la phase de contractualisation avec l'éditeur. Mais en fait, on vous fournira un kit à la fois d'accès au RESA lorsque vous serez retenu à l'issue de ce deuxième appel à projet et également un kit d'accompagnement à la passation du marché qui ont été tous deux élaborés par la CNSA et le RESA et qui sont vraiment bien faits avec tous les modèles de documents dont vous aurez besoin et nécessaires à la passation du marché. Voilà, donc on passe à la phase d'échange pour ceux qui auraient des questions. Il y a eu des questions dans le chat. Alors, je réponds au fur et à mesure. Je réponds au fur et à mesure d'un certain nombre de questions. Le logis, super. Est-ce qu'il y a des questions à l'oral? Je vois une main levée. Gilles Martine. Oui, j'ai toujours beaucoup de questions, excusez-moi. On a vu le périmètre des appels à projets par région ou par national. Que se passe-t-il pour un OG? Alors nous, on est dans tous les cas. On est OG avec 13 ESMS et pas 15. Et en plus, sur tout le territoire. C'est-à-dire que nos régions, c'est PACA, Occitanie, Île-de-France et Grand Est. Ça risque d'être un peu complexe. Alors, en fait, c'est ce que je vous répondais dans le chat. Vous m'entendez? Ouais. Oui. Les projets multirégionaux sont tout à fait possibles. Et dans ce cas-là, c'est l'établissement qui porte pour les autres
c'est toujours un établissement qui porte pour l'ensemble, qui dépose auprès de son ARS référente. Alors, si c'est un établissement en Grand Est, il déposera chez nous. Si c'est un établissement en PACA, il déposera en PACA. Les ARS se mettent d'accord entre elles pour ensuite se repasser les crédits, nécessaires. Donc, on se coordonne entre nous. La deuxième partie de votre question, c'était on n'est que 13 et pas 15. On verra si on trouve une certaine souplesse en fait, à un moment donné, quoi. Si vraiment on ne trouvait pas 2 établissements pour combler le vide, on verra si on trouve une certaine souplesse. Idéalement, ce serait de trouver 2 établissements ou plus, qui soient, ou un autre OG, qui soit un peu dans le même cas que vous, en fait. On va vous parler juste après de ce qu'on essaye de mettre en place. Essayer de mettre en place une espèce de... C'est Nathalie Barthes qui en parlera mieux que moi, mais c'est moi qui vais dire le gros mot. Moi, j'appelle ça le Tinder des ESMS, le Tinder de SMS numérique. Donc, ce sera une espèce de référencement des établissements qui cherchent des partenaires, en fait. Voilà. J'ai un projet, je suis un OG de 5 SMS de type EHPAD. Je cherche d'autres partenaires. On va les référencer, donc l'ARS Pulsi, et puis on essaiera de vous mettre en relation. Ça, c'est l'idée. Voilà. C'est fait un peu dans toutes les régions. Très bien, merci. Je me permets de prendre la question de... Alors, Madame Séverine Fongon, je vais être sûre de bien comprendre. Pour une mise en conformité du dossier usager informatisé, il faut se constituer en grappe de 15 ESMS. Tout à fait, vous avez bien compris. Par contre, si l'objet est juste d'acquérir du matériel et de développer le Wi-Fi, on peut déposer pour un projet pour un seul établissement. Alors, en fait, justement, non, ce n'est pas possible. Il faut absolument que cette demande d'acquisition de matériel soit annexe, entre guillemets, à une demande principale d'acquisition de dossiers usagers informatisés ou de mise en conformité. C'était un peu la réponse à monsieur Roisin tout à l'heure, en fait. Alors, il y avait le fait que vous étiez tout seul, donc, ce qui était une première contrainte, en fait. Il y a aussi l'objet du projet. L'objet principal du programme, c'est l'acquisition de dossiers usagers informatisés. Et ensuite, on y a ajouté, la CNSA y a ajouté un certain nombre d'autres forfaits de financement. On a bien conscience que le déploiement d'un dossier usage informatisé, ça peut nécessiter du déploiement de matériel ou d'infrastructures, Wi-Fi, des ordinateurs, des tablettes, etc. Et ce que présentait tout à l'heure Clémence, de l'assistance à maîtrise d'ouvrage, donc typiquement de la chefferie de projet, quoi, qui n'est pas nécessairement un métier très répandu dans les établissements médico-sociaux. C'est bien normal, en fait. Ce n'est pas votre boulot au départ. Donc, mais c'est bien du financement annexe. L'objet, c'est acquérir du dossier usager informatisé. Alors, concernant Madame une demande de Pfeiffer, je suis désolée d'écorcher votre nom. Voilà, si c'est le cas, vraiment, je m'en excuse. Peut-on obtenir des aides pour se faire accompagner à la rédaction du cahier des charges et rédiger notre projet? Eh bien, ça fait partie des prestations d'AMOA envisagées dans la slide précédente, et ça ne s'adresse par contre qu'aux petits organismes gestionnaires ou petites grappes de moins de 15 ESMS. Donc voilà, pour cela, vous pouvez percevoir une aide, bien sûr, à la rédaction du cahier des charges, parce qu'on sait bien que ce n'est pas quelque chose de naturel pour tout le monde, et puis parfois, vous n'avez pas les ressources en interne spécialisées en services d'information et qui vous permettent de rédiger un projet en bonne et due forme. Après, il y a quand même, pour compléter, il y a quand même deux étapes. Le dépôt du dossier sur Galis, auprès de l'ARS, du dossier qu'on va étudier, ce n'est pas un cahier des charges qu'on vous demande, hein, c'est les grandes lignes. Voilà, en gros, ce qu'on vous demande, c'est qui êtes-vous, quels sont vos organismes gestionnaires, et puis quel est le projet, quoi. Et ben
c'est de déployer du dossier à usage informatisé sur tel et tel établissement. Voilà, on a tant de personnel. Voilà comment, en gros, on va utiliser notre dossier à usage informatisé. La précision, ensuite, vraiment le cahier des charges, c'est au moment où vous prenez contact, votre dossier est retenu évidemment, et vous prenez contact avec le RESA. Et c'est là que vous précisez votre cahier des charges auprès des éditeurs, soit pour les mettre en concurrence, soit pour passer le contrat définitif avec l'éditeur que vous avez déjà choisi. Voilà, ouais, donc c'est bien ça. Il y a bien ces deux étapes. À ce moment-là, effectivement, ça peut devenir un peu plus compliqué. Malgré tout, ça n'est pas tant que ça. Il y a un cahier des charges national qui est très, très, très complet, qui a été, je vous l'avais dit, qui a été élaboré avec bon nombre d'établissements médico-sociaux. Et ce que vous transmet le RESA, une fois que vous avez pris contact avec eux, pour les premiers établissements, enfin pour ceux qui ont été retenus lors de la première phase, c'est toujours les gros mots, hein, c'est le CTTP, etc. Donc, on est sur du cahier des charges type marché public, et avec une grille en gros une grille de fonctionnalité Excel, et il faut cocher dedans lesquelles vous souhaitez absolument, en fait, éventuellement compléter. C'est pas hyper compliqué. Après, on peut trouver de l'assistance à maîtrise d'ouvrage pour vous tenir le stylo si vous manquez de ressources, et mais c'est faisable c'est faisable si vous avez un peu de temps, en fait. Est-ce que la réponse est à peu près claire? Il y a des demandes de prise de parole depuis un moment. Donc, si on peut faire dans l'ordre. Il y a la DAMS. Oui, bonjour. Donc, Jean-Comme Nicole, responsable du système d'information de la DAMS, qui est une association, l'association d'Arvoise d'Action Sociale et Médico-Sociale, qui gère 7 établissements médico-sociaux accompagnant des personnes en situation de handicap dans la Haute-Marne. Donc, nous, on est dans une situation où on a déjà déployé un DUI. On avait répondu à la première phase d'amorçage en s'associant avec une autre structure locale pour atteindre le seuil des 15 établissements. On n'a pas été retenu. La réponse qui nous a été faite, c'était qu'on avait déjà commencé le déploiement. Donc la phase d'amorçage était en priorité pour les établissements qui n'avaient pas encore déployé de solution. Donc on participera à la suite des appels à projets. La question, alors des petites précisions par rapport au financement. Une de mes questions était de savoir si dans la situation que je viens de présenter, donc 15 établissements mais avec 2 structures s'associant, est-ce qu'on est sur le forfaitaire à 10 000 € par établissement? Est-ce qu'on peut malgré tout avoir par organisation du financement, par exemple, sur de l'équipement? Alors, formellement, non. Je suis désolé. D'accord. Formellement, non. Je crois que c'est la réponse que nous vous avons fait. J'ai plus la liste de l'ensemble des projets, mais en fait, vous êtes sur un projet qui est déjà terminé, quoi. Ou en tout cas déjà terminé, financé, quasiment terminé. En gros, vous avez déjà atteint les objectifs, l'ensemble des objectifs qu'on se fixe dans le cadre de ce programme. De fait, si ma mémoire est bonne, vous demandiez du complément de financement, notamment pour assurer la formation de vos utilisateurs, etc. etc. Mais c'est clairement pas l'objet de l'appel à projet. Donc, ouais, c'est regrettable. Après, on peut en discuter pour voir si on peut trouver d'autres moyens de vous aider. Mais en l'état, en fait, c'est comme si vous aviez déjà terminé, quoi. Et en plus, vous êtes déjà en train de déployer une solution qui répond au cahier des... Enfin, vous avez déjà déployé une solution qui répond au cahier des charges du RESA, quoi. Oui, alors en même temps, l'interopérabilité avec les services socles n'est pas du tout assurée aujourd'hui par notre éditeur et on n'a aucune réponse de leur part sur l'échéance, la façon dont ça peut être mis en place. Donc c'est pour ça que les notions
les notions. Donc, on commence à déployer, à utiliser un DUI chez nous, mais en dehors de ça, on n'a pas du tout d'interopérabilité avec les services socles. On se demande comment ça va être mis en place. On s'attend à ce que l'éditeur nous propose des devis supplémentaires pour la mise en place des modules. On ne sait pas du tout à quelle échéance ça va être fait. On commence à étudier la mise en place de téléconsultations. Enfin voilà, on a plein de questions. On aurait des besoins en matériel mobile et nomade pour mettre en place les services socles. On aurait besoin peut-être d'un chef de projet qui pourrait assurer la liaison entre les établissements sur ce projet-là parce qu'en tant que RSI, déjà, je ne peux pas prendre trop de casquettes en plus non plus. Voilà, donc il y a quand même beaucoup d'attentes en termes de déploiement effectif d'une solution interopérable telle que le présente le projet ESMS numérique en santé. Alors ouais, dans ce cas-là, j'avais pas en tête, où ça n'apparaissait pas sur votre premier dossier, ou voilà, où on l'a pas retenu par manque d'enveloppe. J'ai plus tout en tête, désolé. Mais par contre, si effectivement, si la solution actuelle n'est pas interopérable avec les services socles, vous êtes éligible évidemment. C'est-à-dire que vous êtes bien dans le cadre d'une montée de version. Vous allez demander tout à fait. à votre éditeur une montée de version. Donc, oui, dans ce cas-là, vous êtes éligible. Ce que je vous invite à faire dans ce cas-là, c'est à déposer un dossier. En expliquant ça, en fait, l'objet principal de votre dossier va bien être la montée de version pour être en conformité avec les services socles. Et on verra ensuite quel montant de forfait complémentaire de type AMOA, donc, qui peut servir à recruter un chef de projet ou au matériel, on peut y associer en fonction de nos enveloppes disponibles. D'accord, merci. Donc après, je pense qu'il y avait Monsieur Gavilan qui avait demandé la parole. Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui, on vous entend. Oui, Tony Gavilan, donc DSI du GHT Haute-Alsace. Moi, je m'interroge sur la façon de fédérer au minimum 15 établissements et comment identifier et financer un chef de projet, et ce ne sera pas le seul qui va travailler là-dessus, sur ce projet-là. Par exemple, nous, je ne crois pas qu'on ait 15 établissements. Le GIP Simaris, donc M. Angers faisait allusion, là j'ai vu dans ses questions, ils en ont 15. C'est comment on va les regrouper? Enfin, M. Princet, vous l'avez évoqué tout à l'heure, mettre une sorte de Tinder pour voir les établissements qui cherchent des partenaires et cherchent à se regrouper. Mais une fois qu'ils sont regroupés, je prends l'exemple le plus critique, 15 établissements isolés qui veulent mettre en place un DUI. Donc, déjà, il va falloir qu'ils se regroupent. Et puis, il va falloir un porteur de ce projet-là. Il va falloir le financer. Et puis ce chef de projet-là, eh ben, une fois que le DUI sera mis en place, il va falloir lui trouver du job par la suite. Donc, j'ai du mal à voir comment ça peut se passer, ça. Ça fait partie des questions, on est encore en train d'expérimenter. Hein. L'idée d'imposer le regroupement, vous avez raison, c'est à la fois une difficulté, mais c'est une volonté du national de dire on essaye d'impulser une volonté d'impulser une logique de coopération entre les établissements médico-sociaux, qui sont trop petits de toute façon, sinon pour le faire tout seul. Ah, mais la stratégie, elle est très bonne, hein, moi j'y adhère. Moi, je ne sais pas si elle est bonne, mais en tout cas, voilà, je répète la logique. Mais après, je m'interroge sur la difficulté, ouais, vous avez raison. Comment ceux qui ont déjà fait un appel à projet, comment ils s'y sont pris, quoi. Alors, il y a ceux qui ont déjà l'habitude de travailler ensemble. Il y a ceux qui... il y a plusieurs leviers hein, pour se regrouper. Ça peut passer à travers de l'éditeur. C'était l'exemple typique tout à l'heure de la question qui était posée dans le chat, où c'est l'éditeur qui connaît ses clients, en fait. L'exemple était Simaris, mais il y en a plein d'autres, en fait. Hein, et les gros éditeurs connaissent leurs clients sur un secteur donné, ou leurs futurs clients.
Donc, ils peuvent les aider. Ça leur a été demandé déjà. J'ai des contacts réguliers avec certains éditeurs, Simaris notamment, mais pas que, pour leur dire, avec les commerciaux de ces éditeurs, pour leur dire, aider ces établissements médico-sociaux à se regrouper, à se connaître. Ils ne se connaissent pas forcément, même si parfois ils sont sur le même territoire. Après, vous posez la question de la pérennité de ces collaborations. Oui, c'est une vraie question en fait. Aujourd'hui, on contraint un peu les établissements à se regrouper par 15 à 50 pour faire une acquisition. On est un peu dans la logique d'un groupement d'achat, on peut dire. Quelle est la pérennité de ce... c'est même typiquement la logique d'un groupement d'achat, vu qu'ensuite ça passe par une convention de collaboration, etc., dans laquelle vous allez décrire comment vous collaborez. Quelle pérennité vous y trouverez? Eh bien, j'ai envie de dire, on expérimente et vous verrez bien. Si les établissements médicaux, sociaux y voient un intérêt, et je suis persuadé que dans la majorité des cas, ils y verront un intérêt, à 30, le minimum c'est 15, mais à 30, on arrive à financer un ETP d'informaticien. Vous voyez ce que je veux dire? À 30 on arrive à financer un ETP d'informaticien en remplaçant, parce qu'il remplace des coûts déjà existants en fait. Aujourd'hui, les établissements médico-sociaux ont tous déjà des charges sur de l'informatique. Ils font appel à des prestataires locaux pour entretenir leur parc informatique, et c'est parfois erratique en fait, parce que c'est pas leur métier. Donc, d'avoir un chef de projet, une sorte de DSI en fait, c'est-à-dire le même métier que vous, mais pour un groupe d'établissements médico-sociaux. Voilà, c'est une des solutions. Pour un groupe d'établissements médico-sociaux, un dossier, un responsable du service, un responsable de l'informatique mutualisé, quoi. Ça peut devenir ça. Et ce serait pas, ça pourrait pas être le rôle des grades, ça, de fédérer. Et, de toute manière, il va bien falloir l'héberger, ce DUI. Et on va l'héberger où? Alors, ce qu'on recommande le plus possible dans des établissements médico-sociaux, dans les petits OG, c'est du mode SaaS, donc Software as a Service. Okay. Ce n'est pas pour vous, M. Gavil, que je dis ça, c'est pour l'ensemble de la communauté là, qui est autour de nous. Donc, c'est hébergé, c'est-à-dire que ce qu'on souhaite, c'est que le fournisseur de logiciels fournisse également l'hébergement, et que l'hébergement soit conforme aux normes de l'hébergement de données de santé. Il existe, aujourd'hui, on voit encore, même dans des établissements sanitaires, des serveurs qui contiennent des données personnelles de santé dans des placards à balai. C'est typiquement le genre de choses qu'il faut arrêter. Et, voilà. Complètement, oui. Madame Christophe l'a rappelé en préambule, la cybersécurité, ça devient une priorité en fait. Donc la fourniture de l'hébergement, soit on est assez gros, on arrive à se regrouper, typiquement on est dans le cadre d'un GHT, d'un groupement hospitalier de territoire, et l'établissement support est suffisamment gros et peut héberger, souvent ce sont les EHPAD, mais ça peut être également des établissements, voilà. Soit on achète l'hébergement à l'extérieur au fournisseur de logiciels ou à quelqu'un d'autre. Ou alors on est un grand groupe, parce qu'il y a également des grands groupes médico-sociaux, privés ou associatifs, qui ont leur propre hébergement à un niveau national ou régional, mais qui sont suffisamment gros pour avoir ces moyens-là. Donc, ça veut dire que ces 15 établissements, enfin, ce regroupement devra créer une entité juridique. Ou ils devront se regrouper en GIP. Vous voulez dire s'ils mutualisent un hébergement? Non, oui. Là, je pensais aux gros organismes gestionnaires, en fait. Où, pour le coup, ils sont déjà regroupés. Ils sont déjà certains organismes gestionnaires ou les grands groupes privés ont déjà ces fonctionnalités mutualisées. Dans ce cas-là, il n'y a pas de problème. Pour les plus petits, ça passe soit par de l'hébergement de données externalisé, en fait, chez un hébergeur dont c'est le métier, et qui peut être fourni soit par l'éditeur, soit par un partenaire de l'éditeur. Ça peut passer par un GHT, ça peut passer par... il y a de nombreuses solutions. En tout cas, l'hébergement internalisé dans chaque
dans chaque EHPAD ou dans chaque MAS ou dans chaque femme, enfin, c'est pas une solution d'avenir, quoi. Ce que je veux dire, c'est que, ce sera ma dernière question, c'est que si on prend 15 établissements qui font pas partie d'une OG, se regroupent et prennent un hébergement en mode SaaS, l'hébergeur, il va facturer qui? Les 15 établissements indépendamment ou Alors, l'établissement, le montage financier actuel, c'est l'établissement qui dépose le projet porte pour les autres. D'accord. Et ensuite, ils établissent une convention de financement. Et il peut y avoir plusieurs cas. Soit chaque établissement passe contrat avec l'éditeur final, avec le fournisseur ou les fournisseurs, il peut y en avoir plusieurs. Soit c'est l'établissement porteur qui passe le contrat et puis avec le ou les fournisseurs et qui fait de la refacturation en interne aux autres établissements médico-sociaux. Merci. Une demande de parole du CH de Molsheim. Oui, bonjour, est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend. Oui, une question relativement simple. Est-ce qu'un GHT peut être porteur de projet, en sachant qu'au sein d'un GHT, on a des centres hospitaliers avec une activité médico-sociale? Alors oui, la question a été posée dans le chat. La réponse assez simpliste que j'apportais, c'est oui, l'établissement support de GHT peut être l'établissement déposant, l'établissement porteur pour la grappe. Ok. Et deuxième question, mais je crois que vous y avez déjà répondu en direct au GIP Simaris. Est-ce que le GIP Simaris peut être porteur? Non, un éditeur ne peut pas être porteur. Ok, merci. Et nous sommes en train de nous poser la question, parce que c'était une des questions derrière de M. Gavilan, est-ce que ce n'est pas le rôle du GRAT Pulsi? Donc, Nathalie Barthes en parlera tout à l'heure. Nous sommes en train de nous poser la question de savoir si ce ne sera pas dans les mois qui viennent, donc sans doute pas pour cette deuxième phase d'amorçage, là, 2021, mais si Pulsi pourrait être porteur pour certains, le porteur juridique pour certaines grappes. Donc on est en train de vérifier ça. Ça pose des questions juridiques assez complexes. Il y a une demande de parole de Mme Fife. Oui, bonjour. J'ai plusieurs questions. Alors, concrètement, donc, moi, j'ai 4 établissements, 3 EHPAD et un ex-hôpital local qui comporte du sanitaire. Donc, sur ces 4 établissements, donc, un seul est adhérent au GHT Vosges, puisqu'il est sanitaire, et les 3 autres, étant médico-social, ne sont pas au GHT. Donc, au jour d'aujourd'hui, moi, je n'ai toujours pas compris comment il fallait que je m'y prenne, puisque, a priori, le GHT Vosges consulté n'accompagne pas, n'a pas réussi à constituer 15 établissements. Donc, une grappe de 15 n'a pas été possible au niveau de mon GHT. Alors, vous avez dit, ben oui, mais l'éditeur peut vous aider, ok, mais là, on marche un peu sur la tête parce que ça voudrait dire que j'ai choisi mon éditeur pour ensuite monter le dossier, ce qui veut dire que je n'aurais pas du tout été appuyée pour m'aider finalement à choisir l'éditeur. Donc, j'ai un peu de mal. Je ne pense pas que l'éditeur va m'aider pour ensuite être mis en concurrence avec d'autres éditeurs. Donc, j'aimerais que vous me précisiez comment vous voyez l'aide des éditeurs et sinon, comment, au niveau des financements, donc l'hôpital de la Vison donc, de Bruyères donc, fait partie du GHT, donc a des lits sanitaires et donc a, entre guillemets, un bout d'enveloppe réservé au titre d'hôpital numérique versé au niveau du GHT, mais mes 3 autres EHPAD et la partie EHPAD de l'hôpital de Bruyères, lui, n'a pas droit au crédit du GHT, au crédit Open. Donc, comment je fais, moi, avec… voilà, j'ai du mal à savoir comment je fais pour déposer un dossier, sachant que l'idéal, c'est que mes 4 établissements aient le même logiciel, que je n'ai pas encore choisi,
Moi, clairement, je souhaite avoir un appui pour choisir mon éditeur et je souhaite savoir comment je peux obtenir des crédits pour financer mes 4 établissements. Voilà, merci beaucoup. Ouais, je comprends votre… Alors, l'exemple que je donnais de l'éditeur pour aider à se regrouper, c'est dans le cas où vous êtes déjà client. C'est-à-dire votre GRAP ou votre organisme gestionnaire est déjà client. Évidemment, c'est dans ce cas-là. D'accord ? Moi, j'ai un logiciel qui, a priori, ne va plus évoluer, donc il faut que j'en change. Oui, tout à fait. Donc, dans ce cas-là… Alors, je fais comment ? Dans ce cas-là, la méthode, c'est bien de se regrouper. Malheureusement, il faut vous regrouper à 15. Donc, on va vous expliquer, on va en parler juste après, comment on peut vous aider à vous regrouper à 15, notamment entre l'ARS et Pulsi. On est en train de mettre au point notamment cet outil de mise en relation. Et éventuellement du portage par Pulsi. Ça peut passer par votre GHT, puisque vous parlez d'établissement public. On peut en parler directement, donc vous avez nos coordonnées et vous pouvez nous solliciter directement. Et moi, je suis en relation avec le DSI de votre GHT, donc voilà, je peux aussi vous aider là-dessus. Et ensuite, vous avez raison, la mise en concurrence, le choix du logiciel, il va se faire au travers de la mise en concurrence dans le cadre du marché du RESA. Si vous ne l'avez pas déjà choisi, en fait. Donc, on va bien être dans une mise en concurrence. Et puis vous serez dans le cadre d'un achat. Mais malheureusement, on ne peut pas bypasser cette logique imposée par la CNSA, c'est ce que je disais un peu tout à l'heure, de regroupement par 15 établissements. On est vraiment dans une logique de mutualisation. 15 minimum. Mais bon, je crois avoir compris, c'est la deuxième webconférence, j'avais suivi un truc national il y a quelques semaines, les 15 établissements doivent choisir le même logiciel, on est d'accord ? Oui, bien sûr, oui, tout à fait, c'est la contrainte. Donc avant d'en arriver à se regrouper, il y a un problème de logique. Ok, on se regroupe quand on a choisi le même, donc l'éditeur, il peut nous aider à faire le dossier, mais la phase d'avant, la phase de choisir son éditeur… Non, on se regroupe quand on a les mêmes besoins. On a tous besoin d'un dossier usage informatisé dans un EHPAD avec les mêmes contraintes. Et typiquement, les contraintes, les besoins vont être les mêmes dans des EHPAD publics. Dans l'EHPAD public de Plombières-les-Bains et celui de je ne sais plus quel site vous citiez, peu importe. Oui, bon. Voilà. Et ensuite, lorsqu'on fait une mise en concurrence à plusieurs, on se regroupe, c'est un groupement d'achat. En gros, on sélectionne un panel d'utilisateurs représentatifs de la population des utilisateurs, quelques soignants, quelques non-soignants, etc., de chaque établissement. Et puis, on choisit le logiciel en fonction de la mise en concurrence, quoi. C'est typiquement ça, quoi. Donc, là, vous êtes dans ce cas-là. Si vous étiez dans le cas où vous avez déjà un éditeur et que vous êtes dans le cadre d'une montée de version, c'est-à-dire vous avez déjà tous, je ne sais pas, Titan déployé et par contre, vous n'êtes pas connecté au service socle, là, on est dans un cas un peu différent. Il peut y avoir des cas mixtes également. La question était posée dans le chat, j'y ai répondu rapidement. Il peut y avoir des cas de regroupement de GRAP dans lesquels certains établissements sont en mode acquisition, c'est-à-dire on cherche à acquérir un dossier usage informatisé, ou notre dossier usage informatisé est complètement obsolète à 20 ans et il ne sera plus maintenu. Donc on passe par une vraie mise en concurrence, et quelques autres qui seront dans de la montée de version. Et dans ce cas-là, on est bien d'accord, on est sur quelque chose de mixte et on se met d'accord sur le fait que ceux qui sont en acquisition vont prendre le même à la fin que ceux qui ont déjà un logiciel et qui sont en montée de version. Mais oui, le nœud du problème, c'est comment arriver à vous regrouper à suffisamment nombreux, en fait, et ensuite à vous mettre d'accord. On est bien d'accord, hein, c'est bien ça le nœud du problème. C'est ça. Donc concrètement,
Il n'y a que des établissements privés, des groupes privés qui peuvent le faire. Non, on va vous en parler juste après avec Nathalie Barthes, avec Pulsi. On va vous aider, essayer de vous aider à… Parce que l'échéance, parce que là, ça fait des mois qu'on parle d'hôpital numérique, crédit open, enfin des mois, hein, vraiment. Mais là, concrètement, moi, si je veux changer en 2022 rapidement, je voudrais choisir avant la fin de l'année. Enfin, clairement, j'attends quoi? Qu'est-ce que j'attends? Vous voyez ce que je veux dire? J'avoue, je suis un petit peu excédée parce que je n'ai pas de réponse concrète. J'ai essayé de déposer un dossier il y a 2 mois pour la phase 1. Ben non, on n'était pas 15. Donc, je n'ai pas pu déposer de dossier. Donc, j'ai contacté l'ARS, la DT territoriale Vosges, qui m'a dit que l'ARS allait essayer de nous aider. Donc, Monsieur Prince, j'attends beaucoup de vous. Mais il ne se passe rien du tout. Vous voyez ce que je veux dire? Je comprends votre frustration. Oui. Encore une fois, on était sur une phase pilote sur cet appel à projet, sur ce premier semestre. On testait le dispositif. On ne savait pas où on allait. Okay. Enfin, nous non plus. Donc voilà. Ça représente énormément de boulot en interne. Pour mettre tout le monde en relation. Je parle trop d'ailleurs parce que le grand Manitou de gestion de ce programme à l'ARS, c'est Clémence Barlois qui est là, et Clémence nous a rejoint début mai, donc en toute fin, vous voyez, de cette première phase pilote. Donc début mai ou mi-mai, je ne sais plus. Donc voilà, on apprend en même temps. On est vraiment sur une première… on apprend, on découvre également. Vous faisiez le lien avec Open ou Hôpital Numérique parce que vous êtes dans un établissement public qui bénéficie de ces crédits. Pour les autres, Open et Hôpital Numérique, c'est l'équivalent de SMS numérique sur le champ sanitaire, donc pour les hôpitaux, les cliniques, etc. Et il est clair que sur le champ sanitaire, on a pris de l'avance parce qu'on en est au 3e programme équivalent à SMS numérique. Ça fait 15 ans qu'il y a des financements de ce type, en fait, dans le sanitaire. Donc, ça explique aussi le décalage entre ces deux champs d'activité, entre ces deux secteurs d'activité. Merci. Est-ce que vous aviez encore des questions? Est-ce que vous souhaitez qu'on passe à la suite? Il y a encore pas mal de questions dans le chat. Je ne sais pas si j'ai répondu à tout le monde. N'hésitez pas à lever la main si j'en ai loupé dans le chat, enfin dans la discussion. D'accord. Et si on en a loupé, voilà, n'hésitez pas à nous les envoyer à l'adresse. Elle sera sur le… NetSoin, est-ce qu'il est référencé? Sur le soin. Alors NetSoin, oui, il y avait une question. Est-ce que NetSoin est référencé? Oui, NetSoin est référencé au RESA. C'est une question qui revient relativement souvent. Donc le RESA, c'est une centrale d'achat. Il a constitué un marché public un peu particulier qui est un système d'achat qui n'est pas tout à fait un marché cadre, en fait. Au départ, un certain nombre d'éditeurs ont été référencés, mais les éditeurs peuvent continuer à se faire référencer dans ce marché pendant toute sa durée. Donc, si aujourd'hui, l'éditeur que vous visez ou avec lequel vous travaillez déjà n'est pas référencé au RESA, il faut lui demander de faire les démarches pour se faire référencer au RESA. Il peut le faire.
donc ça donne une certaine souplesse. L'inconvénient de ce système, qui est un petit type de niche dans le Code des marchés publics, c'est qu'on ne peut pas communiquer officiellement la liste des éditeurs référencés. Donc nous, on l'a de manière officieuse, mais le RESA ne peut pas afficher la liste des éditeurs référencés. C'est lié au type de marché public passé, quoi. Contrainte juridique un peu lourde. Peut-être qu'on peut passer à la suite, et si j'ai loupé des questions, n'hésitez pas à lever la main. Je ne vois pas les mains levées, moi. Mais il n'y en a pas. Donc on continue. Sur le rôle de l'ARS Grand Est, hein, enfin, voilà, on va se répéter, hein, puisque vous avez déjà pas mal posé de questions. L'idée, c'est de vous informer sur cet appel à projet. On a mis en place un certain nombre d'outils, donc il y a des pages web dédiées. C'est nous qui publions l'appel à projet. Il sera publié, le cahier des charges, l'appel à projet détaillé, il sera publié dès que l'instruction nationale l'aura été, c'est-à-dire dans la semaine. Ça devait être la semaine dernière. Les arcanes administratifs sont parfois impénétrables. On organise donc voilà, des webinaires comme aujourd'hui. On va publier une FAQ, une foire aux questions, sur la page web de l'appel à projet. Donc les questions, typiquement les questions très souvent posées, celles qu'on voit dans le chat, celles qu'on a vues pendant cette première phase pilote lors de laquelle on a répondu à beaucoup de questions. Il y a une adresse mail générique qui est mentionnée ici, mais vous l'avez déjà sans doute tous vu passer quelque part pendant la première phase pilote. Derrière cette adresse mail générique, en fait, c'est Clémence et moi, hein, clairement. Mais ça permet d'avoir toute une équipe. Clémence et moi et Pulsi, en fait. Puisqu'on travaille main dans la main avec Pulsi. Et à l'ARS, du coup, on a un double rôle, ce qui est un petit peu compliqué, mais c'est habituel à l'ARS. On a ce rôle régalien de sélectionner, de financer. Donc, on publie l'appel à projet, on sélectionne. Quelque part, on sanctionne parce que certains d'entre vous, on ne les retient pas. Donc, on est obligé de choisir. Et en même temps, on accompagne. Et donc, on va essayer de vous accompagner pour notamment toutes les questions que vous aviez là. Et le nœud du problème, on s'en rend bien compte, hein, c'est comment est-ce qu'on se regroupe, comment est-ce qu'on devient 15 lorsqu'on n'est que 5. C'est l'une des questions. Et donc, l'une des réponses qu'on essaye d'apporter, qu'on va essayer de vous apporter, c'est ça. Donc, il y aura un petit... Je vais peut-être laisser Nathalie en parler, en fait. Nathalie Barthes de Pulsi et laisser la parole à Nathalie de Pulsi pour, d'une part, présenter ce qu'est Pulsi pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas Pulsi, et puis leur rôle dans ce programme. Nathalie, si tu es encore là, j'ai trop parlé. Non, merci Jacques, c'est bon, je vais prendre le relais. Donc, si on peut juste avancer sur le slide suivant, s'il vous plaît. Tu es hachée, Nathalie, on t'entend une fois sur deux. Ah, je suis désolée, j'ai un problème de son. Vous ne m'entendez pas du tout? Bon. On peut passer au slide suivant? Merci. Oui. Votre son est OK pour nous. Parfait, merci. Donc, je me présente, Nathalie Barthes, je suis la responsable du pôle usage chez Pulsi. Je pense que certains d'entre vous, même si je n'ai pas toutes les caméras ouvertes, ont déjà pu travailler avec Pulsi sur différents aspects. Vous avez certainement déjà rencontré aussi ce qu'on appelle des chargés de développement des usages sur chaque territoire, que ce soit Claire Schmitt, Grégory Thiebaud ou Marilyn Rubini. En tout cas, voilà, nous sommes le groupement d'intérêt public et on travaille, on va dire, main dans la main avec l'ARS Grand Est pour l'élaboration et la mise en œuvre de la stratégie régionale en santé numérique. On a donc 3 agences sur le territoire Grand Est, une à Reims, une à Villers-lès-Nancy et une à Strasbourg. Moi-même, je suis basée à Strasbourg. Et puis, l'an dernier, en gage de sécurité, on a demandé et on a obtenu la certification d'hébergeur de données de santé.
Voilà. Dans le cadre de l'appel à projet ESMS numérique, si on peut passer au slide suivant. Merci. Nous, on va venir vraiment en appui, en soutien et en accompagnement de tout ce que peut vous proposer l'ARS, puisque ce sont quand même eux qui sont, on va dire, les premiers sur ce volet-là, en tout cas, puisqu'ils détiennent, entre guillemets, le choix des projets. Mais en tout cas, nous, on va être là pour informer. Donc, aujourd'hui, c'est moi qui suis en charge de cet appel à projet, mais on est en cours de recrutement pour une chargée de mission qui sera dédiée à cet appel à projet et qui travaillera main dans la main aussi avec Clémence et Jacques. Évidemment, dès que l'appel à projet, deuxième épisode, entre guillemets, sera paru sur le site de l'ARS, on va aussi faire des relais de communication sur notre portail. Et justement, ce qui est effectivement aujourd'hui un petit peu le cœur de vos questions, c'est comment on met en place une mise en relation entre établissements si on n'est pas 15. Donc nous, on va mettre en place, dès la parution de l'appel à projet, on va mettre un formulaire en fait sur notre site pour inciter à la mise en relation. Donc l'idée, ce sera de vous déclarer en tant que porteur de ce projet pour votre établissement, en disant, voilà, on va mettre un texte libre, hein, mais en gros, je suis coincée, je n'ai que quatre établissements dans mon logé, comment je peux faire? Donc, nous, on va essayer en fait de faire un petit peu ce que disait Jacques tout à l'heure de manière humoristique, c'est de faire le Tinder des ESMS, parce qu'effectivement, on se rend bien compte que c'est peut-être un projet, on va dire, régional, mais on entendait Madame Gilles tout à l'heure parler, on est à PACA, on est, voilà. Donc ça, on va… Alors, on n'a pas, on va dire comment… Alors, l'idée n'est pas de faire un Tinder intergrade, hein. Nous, on va vraiment travailler sur le Grand Est en particulier. Après, tout ce qui va concerner les projets du national, on n'est pas impliqué dessus, hein. Donc ça, on va le faire très rapidement. Et évidemment, pour aussi vous accompagner, dès le mois de septembre, on va lancer ce qu'on appelle un collectif SI ESMS Grand Est pour un petit peu échanger, on va dire, au niveau des bonnes pratiques, des problématiques, etc. J'en ai déjà parlé un petit peu à certaines personnes que j'ai pu rencontrer récemment. Donc, dès que l'appel à candidature sera lancé, je vous invite à y répondre. L'idée pour nous, c'est effectivement de rassembler des personnes des ARS, du grade, des personnes de l'ANAP aussi qui nous accompagnent sur la constitution de ce collectif, évidemment des ESMS, des organismes gestionnaires, mais surtout le nerf de la guerre, si on pouvait avoir un ou deux RSI ou DSI, ce serait vraiment avec grand plaisir pour apporter en fait votre expérience aux établissements qui n'en bénéficient pas aujourd'hui. Et on est en train de travailler effectivement sur le volet juridique pour voir comment Pulsi pourra représenter juridiquement une OG. Alors, l'idée, c'est toujours d'avoir un projet de DUI similaire. Tant que cette condition n'est pas remplie, on ne pourra pas en fait être une OG pour vous représenter. Et si effectivement, vous ne remplissez pas la condition d'être à 15 établissements par grappe. Donc, de toute façon, je ne vais pas rajouter d'adresse mail, mais en tout cas, voilà, certaines personnes ont mes coordonnées, mais je vais marquer dans le chat, en fait, je vais vous marquer une adresse mail générique à laquelle vous pourrez me contacter. Si vous avez des questions, peut-être par rapport à cette phase-là, ou si j'étais assez claire. Très bien. Pas de questions apparemment. Très bien. De toute façon, hein, encore une fois, je le répète, mais on a une adresse mail générique dans le cadre de ce programme qui vous sera communiquée à la fin du webinaire. Je suis désolée, mais en fait, j'ose pas quitter l'écran parce que je suis en partage d'écran. Et voilà, j'ai pas envie que ça vous coupe la présentation. Il y a peut-être une question. Non, c'est Nathalie. Concernant le calendrier à venir, on arrive au bout de notre présentation. Donc, l'ouverture de la fenêtre de dépôt des projets
Comme vous le voyez, on ne sait pas, c'est un gros suspense pour tout le monde. Ça devrait arriver, hein, c'est imminent, mais donc on n'a pas encore de date précise. Ouverture de l'appel à projet national, c'est annoncé par la CNSA courant juillet, mais je pense qu'il y a encore quelques petits réglages à faire en interne, donc on vous en informera en temps utile. Donc, dépôt des candidatures bientôt, jusqu'au 15 octobre. Ça vous laisse quelques mois pour pouvoir déposer vos projets. L'instruction des projets sera réalisée au fil de l'eau parce qu'on s'attend à avoir beaucoup de demandes. Donc, clôture au 15 octobre et ensuite s'ensuit la période de notification, quelle que soit la décision, qu'elle soit favorable ou défavorable. Dans les 15 jours, après le 15 octobre. Ensuite, la période de contractualisation, parce qu'on contractualise avec chacun des organismes gestionnaires retenus dans le cadre d'une convention qui s'appelle la convention PAI numérique, plan d'aide à l'investissement numérique. C'est un peu l'équivalent de ce qui existe pour l'immobilier et les investissements du quotidien à venir, mais pour le numérique. Et vous verrez au sein de la convention qu'on envisage un séquençage des versements en 3 fois. La première partie à la signature de cette convention PAI numérique et à réception par l'ARS de la convention que vous aurez signée avec le RESA, parce qu'on souhaite s'assurer que vous passez bien par le système d'acquisition dynamique du RESA. Le deuxième versement, donc le premier versement est 40% de la subvention totale notifiée, pardon. Les deuxièmes 40% du versement seront versés à la fin du paramétrage sur présentation de la facture de fin de paramétrage qui vous sera fournie par l'éditeur. Et enfin, les 20 derniers pourcents à la fin du déploiement et contrôle des critères d'usage sur présentation de la facture de l'éditeur. Voilà, donc j'en ai terminé. Si vous avez des questions complémentaires, on est un petit peu en avance, donc vous êtes les bienvenus, soit sur le chat ou alors en levant la main. Sinon, vous allez voir tout de suite l'adresse telle que je vous l'ai annoncée. ARS Grand Est SMS numérique, @ars.santé.fr, mais aussi l'adresse du grade Pulsi qui, bien sûr, est là pour vous accompagner avec l'ARS. Tout à fait. Je vois qu'il y a 2 questions qui vont en ce sens. On va mettre en ligne en fait ce webinaire sur la page de l'appel à projet numéro 2 qui va bientôt être publié. Et on mettra également le support de présentation sur cette page pour éviter les envois multiples de mails. C'est mieux de tout regrouper sur notre extranet. Donc, je vois qu'il y a une question de Doris Chili. Encore une fois, désolée si j'écorche les mots. Bonjour, pour la FHF Grand Est. Excusez-moi, j'ai été tenue en haleine pendant tout l'exposé, notamment sur la question de savoir si le GRADES Pulsi pouvait ou non constituer la grappe des 15 à 40, 50 établissements. Et je n'ai pas complètement compris la question à ce stade-là. Alors, le grade Pulsi peut représenter un OG, donc un organisme gestionnaire, mais pas entre 15 et 49 établissements. Ça, ce n'est pas notre rôle. Notre rôle, en fait, ce sera de mettre en relation justement des OG qui n'ont pas assez d'établissements, c'est-à-dire qui ne répondent pas à la condition des 15. Imaginons que vous êtes 10, 12, 13. Si vous êtes 13 ou 14, peut-être que nous, on pourra représenter un établissement en tant qu'OG, mais après, l'idée, si vous n'êtes pas assez nombreux, c'est de vous mettre en relation. Parce que les feedbacks que nous avons des établissements à ce stade, ce n'est pas qu'ils soient à 12 ou à 13 et qu'il en manque 1 ou 2, c'est plutôt qu'ils sont à 1, à 1 et à 2 et qu'ils n'arrivent pas à se mettre par 15. Donc, je n'ai pas bien compris à l'issue de notre échange aujourd'hui
comment ça va se régler? Alors justement, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Dès que l'appel à projet sera paru sur le site de l'ARS, on va le reporter sur le site pulsi.fr et lié à cette parution d'appel à projet, on va mettre en place un formulaire de mise en contact. Donc si demain, je ne sais pas, imaginons, vous êtes toute seule, vous pouvez m'écrire en disant voilà, j'ai un seul établissement, j'aimerais quand même y répondre. Par contre, on est toujours dans cette notion de 15 établissements minimum qui ont le même projet de DUI. Si on trouve des gens éparpillés, mais qu'il y en a un qui est sur NetSoin, l'autre sur Titan et le troisième, ça ne va pas coller. Alors, c'est un petit peu la quadrature du cercle. Je sais que ça ne va pas être forcément évident de regrouper, on va dire, 15 établissements isolés qui ont le même projet, mais c'est un petit peu les conditions de la CNSA. Donc, on va essayer de faire au mieux. C'est-à-dire, du coup, les structures ne vont pas être groupées par affinité de fonctionnement ou d'historique ou de projets autres en commun, parce qu'il n'y a pas que l'informatique quand même dans les projets structurants, mais vont être regroupées par système d'information, par exemple, qu'ils ont déjà aujourd'hui. C'est oui, ça la Oui, l'idée, c'est ça, puisqu'en fait, l'appel à projet, la première condition pour pouvoir y répondre, c'est soit d'acquérir un DUI, soit de monter de version, mais sur le même projet informatique. Bon, bah, écoutez, merci beaucoup pour votre réponse, madame. Je vous en prie. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, nous en avons fini. Clémence, il y a une main levée, direction EHPAD. EHPAD Trenel. Allez-y, je vous en prie. On ne vous entend pas. Hein. Oui, il y a des problèmes de son probablement de votre côté, direction EHPAD Trenel, parce qu'on ne vous entend pas du tout. Peut-être écrire votre question dans le chat. Tout à fait, oui. Bon, ou alors c'était une fausse manip. Oui, peut-être. Oui, je ne vois pas de réaction. Sinon, n'hésitez pas à nous transmettre votre question sur les 2 adresses qui figurent à l'écran. Elle est tombée dans le chat, la question. Voilà. Alors, concernant le paiement des 20%, pouvez-vous repréciser les critères? Alors, oui, c'est l'attente des cibles d'usage, comme mon collègue Jacques me le précise. Merci. Et présentation aussi de la facture de fin de déploiement sur l'ensemble des CESMS de la grappe. Voilà, facture qui vous sera bien entendu fournie par l'éditeur. Si nous ne les atteignons pas, quelles sont les conséquences? Eh bien, en principe, la conséquence, c'est pas de versement de ces 20%, mais normalement, ça devrait être le cas puisque l'éditeur et vous travaillerez main dans la main pour aboutir à cet objectif de déploiement du dossier usager informatisé. On pense que ça ne devrait pas arriver ce genre de cas. Faut-il avoir le statut d'établissement médico-social pour postuler ou peut-on être établissement sanitaire avec une activité médico-sociale? Il faut que vous... Typiquement, dans le cadre d'un EHPAD, Jacques, on ne t'entend pas. L'ARS, on ne vous entend plus du tout là. Je ne sais pas si vous répondiez à une question, mais on ne vous entend plus.
Il cherchait à répondre à ma question qui était de savoir si, en tant qu'établissement sanitaire, mais avec une activité principale médico-sociale, on pouvait postuler ou s'il fallait être simplement établissement autonome médico-social. C'était ça ma question. Alors, vous m'entendez ce coup-ci? Oui, oui, c'est bon. Ouais. J'ai été obligé de repasser par le téléphone. Souci de connexion, je suis désolé. On est typiquement dans le cadre d'un EHPAD intégré à un établissement, donc c'est l'EHPAD du centre hospitalier de je ne sais pas quoi. Donc oui, il peut s'intégrer à une grappe. C'est ce que font les GHT d'ailleurs les établissements support de GHT lorsqu'ils portent un projet pour un ensemble d'établissements médico-sociaux. Chacun de leurs EHPAD a un numéro FINES en fait, différent de celui de l'établissement sanitaire. Donc, il s'agit bien même s'il est intégré à la même structure juridique, même FINES juridique, un FINES géographique différent. Maintenant, enfin voilà, ce sera forcément un regroupement avec d'autres établissements, quoi. C'est pas l'hôpital qui répond, c'est bien l'EHPAD de l'hôpital. Mais il va être porté par l'hôpital. C'est suffisamment clair. Oui, oui, c'est très clair, merci. Monsieur Pierre Bourg. Vous m'entendez? Oui. Oui, bonjour, Pierre Bourg. Donc, moi, je suis le DSI du groupe Uneos et Yungo. Et donc, tout à l'heure, dans la présentation du GC de Pulsi, il a été précisé que Pulsi était HDS et je voulais savoir s'il était envisagé ou envisageable de faire héberger un DUI chez eux dans le cadre d'une grappe, par exemple. Non, non, ça, je peux tout de suite vous répondre au niveau de la sécurité et de tout ce qui concerne nos propres services. On ne pourra pas héberger de solutions en interne chez Pulsi. D'accord, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Vraisemblablement non, je ne vois plus de main levée. Donc, n'hésitez pas à nous poser les questions sur les 2 adresses qui figurent sur votre écran. Et puis, il nous reste à vous souhaiter une excellente journée et puis bon courage pour déposer vos projets une fois que l'appel à projet sera publié. Merci Clémence et Jacques. Très bonne journée à tous. Au revoir. Bonne journée. Au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir.